Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. C'était vendredi un moment émouvant, mais qui est devenu depuis un cauchemar pour le président de la Chambre des communes, Anthony Rota. Tout allait bien. Jusque-là, la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky unissait pour une rare fois les parlementaires. Bref, on vivait un moment. Jusqu'à ce que M. Rota présente un citoyen de sa circonscription, celui que vous voyez. C'est un homme de 98 ans. Il s'appelle Yaroslav Unka. Il le décrit comme un Ukrainien qui s'est battu contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est du bonbon. Il coche toutes les cases, M. Unka. Ukrainien, héros de guerre, combattant les Russes. Il vient en plus de la circonscription du président. Eh bien non, finalement. On a appris en fin de semaine qu'en fait, il a combattu avec une unité SS créée par les nazis. L'affaire fait scandale, force M. Rota à s'excuser, place le pays dans l'embarras. Ce qui nous interpelle, c'est que l'année dernière, parmi les pays à avoir voté contre la résolution de l'Assemblée générale sur l'inadmissibilité de la glorification du nazisme, on a pour la première fois retrouvé l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette triste réalité fait planer le doute sur la sincérité du repentir des États mentionnés pour les crimes contre l'humanité à grande échelle commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous appelons à prêter une attention particulière à ces métamorphoses qui vont au rebours de la position de la majorité des pays du monde et des principes de la Charte des Nations Unies. Un regard plein de regrets et de repentir. Dure journée pour le président de la Chambre. Les appels à la démission se multiplient pour une bourde commise la semaine dernière. And we thank him for all his service. Thank you. Anthony Rota a salué Yaroslav Unka, un invité d'honneur de sa circonscription qui assistait au discours du président Zelensky. Un vétéran, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, clame le président de la Chambre. Un homme qui, on l'apprendra plus tard, a combattu dans une unité nazie. Anthony Rota présente ses excuses. Mais pour de nombreux parlementaires, ce n'est pas suffisant. On demande au président de quitter. Il n'a plus la confiance de la Chambre. La réputation de la Chambre est fortement ébranlée. Les conservateurs, de leur côté, blâment directement le bureau du premier ministre. J'ai de la difficulté à croire que c'était la seule personne qui l'avait invité puis que personne du gouvernement est au courant. Le gouvernement met toute la faute sur le président. Moi, je trouve ça inacceptable. Les libéraux, eux, sont divisés. Il s'est expliqué ce matin. Une erreur faite avec innocence. Comme quelqu'un qui est une descendante des survivants de l'Holocauste juif, c'est quelque chose qui m'a blessée énormément. Justin Trudeau se retrouve donc sur la défensive. Va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada et, par extension, pour tous les Canadiens. Un pacte avec le diable, c'est votre enquête, une enquête inédite sur ce sujet de la France. La France qui préfère oublier, la France qui préfère occulter, ça vous a pris 7 ans. Et tout commence le 17 mai 1945, c'est 9 jours seulement après la signature de l'armistice. Le général de Gaulle rédige une note secrète. Michel Tedoldi, que dit en gros cette note secrète du général de Gaulle? Il y a d'abord eu avant, dès 1944, il y a eu... la France a envoyé des groupes juste derrière le front, en Allemagne, pour essayer de repérer le matériel et les sources d'informations qu'ils pouvaient obtenir de l'industrie allemande. Et puis, ils se sont aperçus que non seulement il y avait du matériel, mais en plus, il y avait des gens. Et donc, Koenig, qui était responsable de la zone d'occupation française, en a fait part à De Gaulle, et en lui disant, voilà, on a repéré des scientifiques qu'on pourrait utiliser, etc., Et De Gaulle, donc, dans cette note, donne le sein blanc pour qu'on recrute ces scientifiques nazis. Et qu'est-ce que recherche la France? Pourquoi ces scientifiques nazis intéressent la France? Parce que les nazis ont été en avance sur un certain nombre de domaines, notamment l'aviation militaire avec l'avion à réaction, le domaine des fusées, et le domaine de l'armement en général. Alors, la France n'est pas seule. Il y a comme une espèce de compétition au sortir de la guerre. Il y a plusieurs pays qui sont quand même un peu sur le coup et qui, finalement, remportent le marché, pour le dire grossièrement. Qui récupère le plus de scientifiques? Les Français. Et pourtant, les Américains en ont récupéré 1500. Oui. Mais proportionnellement, les Français sont très bien débrouillés. Enfin, c'est vrai que c'était un combat
chiffonniers. Hein. Il n'y avait plus d'alliés, il n'y avait plus rien. C'était vraiment un combat de chiffonniers entre les Français, les Anglais, les Américains, les Anglais et les Américains, les Soviétiques. Enfin, tout le monde se tapait dessus. Et les Français s'en sont très bien sortis parce qu'en gros, ils ont recruté, bon, les chiffres sont très larges, hein, mais on est entre 1000 et 7000 scientifiques. Donc c'est énorme. Et donc, ils ont tapé... On ne connaît pas le chiffre exact. Non, non. Mais parce que là, l'amplitude est quand même très grande. Je suis bien d'accord. Mais les études, d'abord, c'est un sujet qui a été très partiellement étudié. Et le peu d'études étaient sur certains domaines, par exemple les fusées, mais pas l'aviation, ou l'aviation, mais pas l'armement. Donc c'est très compliqué d'avoir un chiffre exact du nombre de recrues. Un historien qui s'appelle Jacques Villain, qui est quelqu'un d'assez... était quelqu'un d'assez pointu puisqu'il est décédé, lui dit 6500, 7000. Alors comment fait la France pour les attirer? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc c'est très simple. On leur propose les meilleures conditions par rapport aux Américains, aux Anglais. On leur propose des meilleures conditions de travail, on leur propose des meilleurs salaires, on leur propose, que ne proposaient ni les uns ni les autres, une totale liberté de déplacement. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit... Ils étaient davantage surveillés ailleurs, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils étaient recrutés, mais quand même... Les Anglais, par exemple, leur imposaient un périmètre de 10 km. Les Américains ne voulaient pas toujours que les familles viennent avec eux. Et par exemple, Oestrich, qui est un des personnages, il a été recruté d'abord par les Américains, et les Américains lui ont proposé qu'il vienne aux États-Unis, mais simplement avec une quinzaine de collaborateurs. Et pourquoi ces scientifiques du Troisième Reich acceptent de venir travailler pour l'ennemi? D'abord parce que ça leur garantit de ne pas être condamnés, parce qu'il y en a quand même, ils ont participé, c'est pas que des scientifiques, quoi. Ils ont vraiment participé à l'Allemagne nazie. Hein. Tous avaient le même degré de responsabilité? D'implication, non. Non, mais les têtes de pont étaient membres du NSDAP, donc du parti nazi, membres de la Waffen-SS. Beaucoup ont travaillé dans les tunnels de Dora où des déportés sont morts. Parce qu'ils étaient dans des domaines, la fabrication de fusées ou la fabrication de moteurs. Alors justement, vous dites que la France ne serait pas devenue une puissance spatiale sans les ingénieurs du Troisième Reich. Ah oui, c'est un dénommé Bringer qui a mis en gros au point le moteur de la fusée Ariane. Voilà, pour synthétiser. Mais alors, le premier lancement d'Ariane 1 date de 1979. Bringer, lui, décède en 1999. Oui. Personne n'en parle. Non. Si, les autorités, enfin pas les autorités, mais il a une rue à son nom. Il y a une rue Heinz Bringer. Oui, mais alors, est-ce qu'on explique qui a été Bringer? Pas du tout. Si, on dit que c'est... Comme d'habitude, on dit que c'est un scientifique allemand, mais on ne dit rien de son passé. En 1932, il adhère au parti nazi. Et moi, j'ai vu une interview vidéo de Bringer sur la fin de sa vie, où Bringer déclare les déportés qui travaillaient à Dora avaient de tellement bonnes conditions de vie qu'ils auraient pu finir centenaires. Donc ça a fait froid dans le dos quand même. Et alors, pourquoi les historiens ne se sont pas saisis de cette histoire? Joker. Vous avez posé la question à certains d'entre eux? Non, je ne suis pas historien et donc je peux pas répondre, je ne sais pas. Par contre, les Américains, eux, ont révélé tout de suite cette opération. Très vite, oui, ça c'est... Ils appellent ça... c'est une opération qui avait un nom et donc qui était rendue... Paperclip. Oui, Paperclip, c'est ça. Oui, mais très vite, ça a été dénoncé aux États-Unis. Très vite, les organisations juives ont protesté, des scientifiques ont protesté. Après, une fois qu'ils avaient protesté, ça n'a pas empêché que Von Braun s'installe, que tout se déroule comme prévu. Mais en tout cas, ça a été de notoriété publique, ce qui n'a jamais été le cas en France. En France, ils ont en plus, certains ont été décorés. Oui, Oestrich a été décoré de la Légion d'honneur, ce qui est absolument scandaleux. Enfin, ce qui est absolument scandaleux. Oestrich, il a travaillé à Dora, c'était un proche d'Hitler, il a eu des commandes directement par Hitler, et la France, c'est Pierre Messmer qui l'a décoré de la Légion d'honneur. Ça fait froid dans le dos. Les Américains, les Français ont profité de leur savoir-faire dans le complexe militaro-industriel au niveau spatial. Mais est-ce que ces scientifiques allemands ont permis d'autres avancées?
Oui, dans l'industrie d'armement aussi, dans la chimie. Après, bon, ils étaient dans tous les... tous les industries de pointe allemandes, ils ont été récupérés pour ça. Un type comme Otto Ambros, par exemple, était un chimiste. C'est lui qui a mis au point le gaz sarin. Il a aussi participé à la mise au point du Zyklon B. Voilà, il a été aussi récupéré par les Français, même si les Américains l'ont récupéré après. Et alors, la France, comment justifie la présence de ces scientifiques allemands tout de suite après la guerre? Ça fait un peu désordre, non, quand même? Elle ne les justifie pas. Parce qu'au début, la première fois, ils décident dès 1945, de ramener à Paris, sans prévenir personne. Et les gens à Paris, des gens du quartier s'en aperçoivent et donc vont dénoncer à la police. La police n'était pas au courant que le ministère de l'Air avait fait venir des scientifiques allemands. Et donc, panique à bord, panique au ministère, on remballe tout le monde et on les renvoie tous en Allemagne, et on les laisse travailler en Allemagne. Et puis après, il y a une loi qui est passée en 1946 de la part de tous les alliés qui décident qu'on ne peut faire aucun travail de recherche en Allemagne. Donc là, il est décidé, on est obligé de les rapatrier. Et par exemple, on rapatrie Autriche et ses 170 ingénieurs à Decize, qui est un bled paumé de la Nièvre. Donc il y a 500 Allemands avec leur famille qui arrivent à Decize, donc ça fait un peu... Ça fait beaucoup. Ça fait négliger. Et donc à ce moment-là, le Parti communiste, qui participe aussi à toute l'affaire, envoie Jacques Duclos faire un meeting pour le bicentenaire de la mort de Saint-Just qui est de Decize. Et là, comme il y avait un peu des remous dans la population, parce que c'était un coin où il y avait beaucoup de maquis, Duclos explique à la population, ceux qui sont contre les Allemands sont des collaborateurs. C'est-à-dire on renverse complètement le truc. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un communiste qui est mandaté par la France pour aller en Allemagne et pour faire une étude de marché, en gros. Et ça, vous le découvrez totalement par hasard. Oui, ça, c'est Joliot-Curie qui est envoyé par Charles Tillon. Joliot-Curie qui est envoyé avec toute une équipe de chercheurs du CNRS. Ils étaient nombreux pour d'abord faire des repérages. Ils savent pas trop où ils vont, quoi. Ils vont à tâtons, et c'est là où ils commencent à voir l'ampleur du phénomène et tout ce qu'il y a à récupérer. Et ils s'aperçoivent très vite qu'ils peuvent récupérer non seulement des dossiers, non seulement du matériel, mais surtout des scientifiques. Mais alors, ça vous a pris 7 ans de travail. Oui. Ça a été compliqué de trouver les informations, de trouver les personnes que vous avez interrogées. Oui, c'était pas facile. Enfin, c'était compliqué dans le sens où tout était un peu disséminé, il y avait un peu de travail dans des thèses d'histoire, il y avait un peu de matériel aux archives, il y avait... Donc il a fallu rassembler tout ça. C'était un puzzle en fait. C'était un véritable puzzle, oui. Merci beaucoup Michel Tedoldi d'avoir été notre invité. Merci à vous.